Bonjour. Bonjour à toutes, à tous. Ça faisait des années que je n'avais pas fait un live sur Instagram. Mes cheveux ont poussé depuis. Ils mettent des filtres automatiques ou c'est quoi ça? Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Oui, ça faisait un moment que j'étais pas venue. Et aujourd'hui, je viens parce que je viens pas toute seule. Et je vois que mon invitée est avec moi. Elle n'a plus qu'à demander. Aujourd'hui, on va parler de Natha Yoga. Et ça va pas être moi, parce que moi, je ne suis pas une spécialiste de Natha Yoga. Alors, boum. Élise. Coucou tout le monde. Alors, ça recommence. Accepter. Ta-da-ta-ta. Tu me l'as demandé plein de fois, Élise, de participer. J'espère que ça va marcher. Parce que alors, si on doit parler, alors, tu n'as pas de son. Est-ce que vous êtes tout seul? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a Élise qui va arriver. Je vais être obligée de chanter. Ah, Mylène a du son. Ok, on y va. Alors, ma chère Élise, est-ce que ça fonctionne? T'as du son. Ne peut pas se joindre. C'est marqué que tu peux pas te joindre, Élise. Que se passe-t-il? Ils veulent vraiment que moi, je me lance dans le Natha Yoga? Vaut mieux pas, les gars. Quand je dis que chacun a sa note, c'est important. Oui, c'est normal, Sophie, tu ne vois pas Élise parce que elle vient pas. C'est marqué que ça voulait pas. Alors, le temps que ça recommence, parce qu'en fait, je ne sais pas. Élise va communiquer que par commentaire. Est-ce qu'on a déjà fait une interview juste par commentaire? Alors, attends. Je vais faire un truc, inviter à rejoindre. Regarde, on va faire un autre truc. Bonjour Isaac, ça va? Ah, Je crois que j'arrive. yes. Alors, que voit-on? Que Alors, moi, voit-on? je t'entends. Ah oui, alors attends, ma caméra est tournée. Voilà! Elle était tournée dans le mauvais sens. Je me disais, pourquoi c'est tout noir? Je vais bien, Isaac, je suis contente de te voir. Le midi comme ça. J'ai mes élèves qui me font coucou, c'est trop cool. Alors, en plus, tu vas voir, c'est une ancienne prof, mais ancienne prof de premier degré. Tu vois, quand les profs se rencontrent, alors la caméra, quand est-ce qu'elle s'ouvre? Alors, moi, je me vois, je ne te vois plus. Est-ce que vous voyez Élise? On va le voir. Le détachement. Alors, il y a Sophie qui va nous dire. Sûr que Sophie, Mylène, les- elles vont nous dire. Même Isaac. Isaac, est-ce que tu vois Élise? C'est ça, Isaac. Coucou. Et alors, Florence, il y a du monde. Il y a du monde. Ah, ce n'est pas Élise, Sophie. Ah, elle nous voit toutes les deux. Donc, on peut se lancer, ma Ah, chère. génial. Ok. Bon, bah, moi, je te vois pas, je vois que moi, mais C'était hyper c'est pas pratique. grave. On était à l'ancienne, tu sais, au téléphone. Exactement, ça va nous rappeler les bons souvenirs. Oh là là. Bon, alors tout le monde nous voit. Eh bien, alors, allô, Élise. Alors, Élise, elle est de l'autre côté de la France. Elle est dans l'est de la France. Et puis, et puis, il y aura la Bretagne. Qu'est-ce que tu me dis, Sophie? Je ne vois que deux personnes. C'est bon signe, Sophie, que tu ne vois que deux personnes. Parce que là, si on en a trop. Si tu vois Élise et moi, c'est bon signe. Alors, Élise, ça fait un petit moment, je pense, au-delà de la ligne temporelle humaine, qu'on se connaît. Une de vous deux n'est pas dans le bon sens. Je crois Ah, que c'est attends, Sabrina nous a j'essaie de dit que remettre. c'était Élise. Je veux pas balancer. J'avais essayé de mettre le téléphone en paysage parce que je sais qu'une fois sur Facebook, sur un live, il fallait mettre en paysage pour qu'on se voit toutes les deux. Donc j'ai Alors, testé. Visiblement, ça n'a pas marché. Sabrina nous dit un quart de tour pour que tu sois à droite. J'adore. J'adore. Est-ce que c'est bon
maintenant? Est-ce qu'on a toutes les deux la tête à l'endroit? J'espère que tu vas pas nous parler d'inversion directe tout de suite parce que attention, ça va être. Pourquoi pas? C'est bon, Lily, ça va être. Donc, ça y est, c'est parti, mon kiki. Les filles, la semaine prochaine, si on refait un live, on va être direct. Alors, j'ai eu une inspiration et quand j'ai une inspiration, j'y vais direct. Élise et moi, on travaille ensemble depuis quelque temps et puis elle fait partie du processus secret, et puis il y en a là-dedans. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est montrer en fait ce que vous faites et à votre manière. C'est vraiment, Élise, tu amènes dans ma sphère et personnelle et professionnelle le Natha Yoga et à ta manière, parce que bon, tu connais ma passion des textes et des choses comme ça. Donc, mais j'aime bien quand quelqu'un le traverse, le vit et le transmet à sa manière, parce que c'est ça qui est intéressant. Il y a une lignée et puis ça traverse un corps, ça traverse une voie et c'est ce que je voulais montrer à ma communauté si elle m'appartenait, mais de voir ce que c'est. Qu'est-ce que le Natha Yoga? Beaucoup m'ont demandé, mais Aurélie, qu'est-ce que c'est le Natha Yoga? J'ai fait, c'est pas moi qui vais répondre à la question. Ma chère Élie. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Eh bien, tu as prononcé le mot lignée dans les phrases précédentes. Et en réalité, le Natha Yoga, c'est une lignée particulière dans la grande famille du Hatha Yoga. Euh, et lignée, pourquoi? Parce qu'en fait, les enseignements se transmettent de bouche de maître à oreille de disciple. Donc, les enseignements ont traversé des millénaires. On pense que le Natha Yoga remonte à au moins 3000 ans avant Jésus-Christ, peut-être même un petit peu plus. Et depuis Matsyendranath, alors Matsyendranath, c'est un peu il y a beaucoup de magie, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses comme ça dans le Natha. Donc Matsyendranath, c'est l'ancêtre spirituel un peu légendaire, imaginaire du Natha Yoga. C'est le tout premier enseignant de la lignée des Natha Yogis. Et voilà, depuis lui, les enseignements se transmettent dans un cadre toujours assez secret, assez hermétique, un tout petit peu moins en ce qui concerne les enseignements que moi j'ai reçus. Mais mon professeur, Christian Tikhomirov, lui, a intégré ce qu'on appelle une kula, c'est-à-dire une sorte de famille de disciples qui se réunissent autour d'un grand maître. Et il a eu la chance pendant des décennies de recevoir les enseignements de ce grand maître. Et j'aime à préciser aussi que dans les kulas sont, pour parler avec des mots modernes, il y a une parité exacte. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant d'hommes que de femmes systématiquement dans la kula. Donc dans les disciples qui reçoivent les enseignements. Et j'adore. À la fin de tous ces enseignements qu'a reçu Christian Tikhomirov, il a reçu de la part de son grand maître une charge d'enseignement. Donc le devoir de venir enseigner le yoga en France à qui le lui demande. Donc voilà, Christian nous rediffuse ses savoirs tout en sachant qu'il diffuse ce qu'il a le droit de diffuser. Donc on reçoit les enseignements. Par exemple, moi j'ai suivi 4 ans de formation de professeur de yoga avec lui. Je suis en train de suivre également une formation de 2 ans sur le yoga thérapeutique et le rapport aussi au son et à la lumière, les sons et les lumières intérieures. Ça, c'est tout le pendant qu'il a le droit de diffuser. Et je vous disais au départ qu'il y a une part de magie, il y a une part de rituel, il y a beaucoup de choses comme ça dans le Natha et il y a une grande part de toute cette partie-là qui ne nous repartage pas. On sait que ça, c'est réservé vraiment aux initiés, aux disciples qui sont allés auprès d'un grand maître. Qu'est-ce qui a fait que Élise a rencontré le Natha Yoga ou le Natha Yoga a rencontré Élise? Il a été placé sur mon chemin. Il a été placé sur mon chemin parce que depuis fort longtemps, j'avais une petite graine qui avait germé dans ma tête en me disant un jour, je ferai une formation de professeur de yoga. Mais ce un jour, je le voyais beaucoup plus tard. Je le voyais quand mes enfants seraient grands, partis de la maison. Et puis un jour, j'étais professeur des écoles. Grosse colère contre l'éducation nationale. Une année qui s'est pas trop bien passée. Mes mutations qui sont refusées pour la 10e fois consécutive.
une inspection qui se passe moyennement bien et mon temps partiel qui est refusé. Donc, grosse colère. Et sous le coup de cette grosse colère, comme finalement on m'accorde 50% au lieu de 80% sur mon temps partiel, je dis, puisque j'ai du temps, cette formation de yoga, je la commence. Et puis je ne savais pas du tout vers qui me tourner. Je dis ça à ma maman qui habite à 750 km de chez moi, qui elle-même, parce qu'elle est un petit peu bavarde, en parle à son enseignante de yoga. Et son enseignante de yoga recommande Christian Tikhomirov en disant que votre fille aille voir ce que fait Christian Tikhomirov, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le monde du yoga en France actuellement. Et voilà, je tape Nata Yoga, Christian Tikhomirov sur Internet, je tombe sur une formation en distanciel. S'il ne m'avait pas été recommandé, j'aurais fait demi-tour tout de suite. Parce que yoga en distanciel, ça paraît un peu bizarre quand même. Et puis finalement, je me dis, puisqu'il m'a été recommandé, je navigue un petit peu sur le site et je trouve une vidéo disant pour ou contre l'enseignement en distanciel. Et là, je suis tout de suite convaincue par ses arguments, où il explique qu'en fait, finalement, effectivement, on ne se voit pas tous les jours ou tous les 2 mois, mais par contre, on garde le même enseignant dans la durée. Bon, je connais pas toutes les formations de yoga, mais apparemment, il y a certaines formations où on part tous les 2 mois sur des week-ends de formation et on n'a pas forcément les mêmes enseignants tous les 2 mois. Donc, ça peut être un petit peu hétéroclite au final. Et là, on garde le même enseignant dans la durée sur les 4 ans et surtout, tous les enseignements, on les reçoit. Donc, par exemple, moi, tous les 2 mois, je recevais un module avec toutes les postures en vidéo, les audios qui m'expliquaient un petit peu l'histoire de la posture, ses bénéfices, les contre-indications, etc. Et des audios avec lesquels j'étais guidée. Parce qu'en fait, le Hatha Yoga, c'est un yoga où on va rester dans les postures. C'est un yoga qui est très lié à la notion d'énergie. Donc, on fait pas, bon, il y a un peu de salutation au soleil, par exemple, mais on fait pas trop ce genre d'enchaînement. On prend le temps de s'installer dans une posture. La posture est vraiment considérée comme un outil, comme une figure géométrique presque. Et, euh, et le but de cette posture, c'est de se mettre dans une disposition particulière pour que l'énergie puisse circuler d'une façon différente. Donc, on va vraiment aller chercher cette notion d'énergie, de circulation. Et donc, on y reste dans ces postures. On peut y rester. Alors, je le fais pas avec mes élèves au quotidien, hein, mais dans les stages de professeurs, on peut rester dans les postures 25 minutes, par exemple. Et là, on va faire circuler des souffles, on va faire circuler des visualisations pour essayer d'aller réveiller cette énergie et de la faire circuler d'une façon différente. Et donc, le fait d'avoir ces audios à la maison, c'était génial pour pouvoir pratiquer. Et ces audios, on les garde à vie. Et très souvent, je vais revoir les vidéos, repréciser des choses. Je retravaille à la maison avec les audios. Et je pense que jamais j'aurais pu progresser comme j'ai progressé si j'avais pas eu les audios à la maison. Surtout que j'ai commencé la formation, j'avais encore mes enfants qui n'étaient pas bien vieux. Le plus jeune avait 3 ans et demi. Donc, c'était un vrai soutien de pouvoir travailler soit tôt le matin, soit tard le soir. Et d'avoir cette voix qui me guidait et qui me permettait, parce que vous imaginez bien que sans quelque chose qui vous guide, en début de formation, vous mettez sur le tapis, vous y restez 3 minutes et puis vous repartez, quoi. Ou vous vous endormez dessus éventuellement, mais et voilà. Travailler dans la durée, c'est vraiment ces audios qui m'ont permis de le faire. Et est-ce qu'il y a un enseignement particulier qui a fait que ta vie a été vue et vécue différemment? Ouh, plein. Plein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, cette formation, je l'ai faite à distance pendant 1 an. Donc, j'ai travaillé seule à la maison avec ces fameux vidéos et audios. Et je n'ai rencontré Christian que au bout de cette première année de formation. Et la rencontre avec Christian, ça a vraiment été quelque chose de très important parce que parce qu'on a l'impression que c'est un puits de science, de savoir illimité, infini, parce que ce savoir, il le transmet avec énormément d'humilité et d'humour. Donc, j'aime énormément le personnage. et, et aussi parce que ce contact avec le yoga, ça m'a ouvert des portes vers un univers différent. J'ai évolué dans un univers très rationnel, pragmatique, je dirais, pratico-pragmatique.
Et c'est le yoga qui a commencé à m'ouvrir des portes vers d'autres choses, vers le fait que peut-être il existe d'autres mondes, peut-être il existe d'autres moyens de communiquer que Internet. et, euh, et puis progressivement, c'est lui qui m'a amené vers des gens comme toi, Aurélie, vers des gens qui communiquent avec les mondes invisibles. Et depuis voilà, c'était 2018 quand j'ai eu ce premier contact avec le yoga. Et depuis 2018, effectivement, je rencontre un chemin qui me montre qu'il y a d'autres mondes que le monde perçu. En fait, il y a toute une philosophie qui sous-tend le Hatha Yoga, c'est la philosophie tantrique. Dans cette philosophie tantrique, on postule déjà que le corps est un microcosme, l'univers est un macrocosme, et que tout ce qui est dans l'un est dans l'autre, et que ça se répond sans cesse. Et, euh, et aussi que nos cinq sens sont extrêmement limités. Tout ce qu'on connaît, c'est forcément des choses qu'on a perçues par le vecteur de nos cinq sens. Mais finalement, ces cinq sens, par exemple, si on prend l'exemple des ultrasons, on se rend bien compte que nous, on les entend pas, alors que certains animaux les entendent. Il y a certaines gammes de couleurs qu'on peut pas voir, alors que certains animaux peuvent les voir, ou des choses comme ça. Donc on se rend bien compte que nos sens à nous sont limités et notre vérité, notre réalité physique et tangible, elle se limite uniquement à ce qu'on est capable de percevoir. Et finalement, la rencontre avec le Hatha Yoga, c'est quelque chose qui est venu mettre en évidence que il y a aussi tout ce que je ne peux pas percevoir. Et la notion de Maya est très importante dans le Hatha Yoga. La Maya, c'est l'illusion. C'est le monde illusoire dans lequel on vit parce qu'on ne perçoit que de façon limitée et subjective. Et finalement, quand on travaille les énergies, quand on essaye d'aller travailler les chakras, il y a une des choses importantes aussi, c'est les concentrations sur les chakras. On se rend compte qu'on peut aussi développer un petit peu notre pouvoir d'intuition et notre pouvoir de connaissance au-delà de nos cinq sens habituels pratico-pragmatiques. J'adore, j'ai des frissons partout. Et ce que j'apprécie énormément et pourquoi il y a le frisson activé, c'est qu'il y a une dévotion à la pratique à travers le corps pour s'autoriser à être senti, à être vu et être aussi acteur et actrice à travers aussi ce corps qui nous a été donné à un moment et que on apprend à travers la pratique toute sa mécanique subtile, toute sa dentelle. Et ce qui est très appréciable dans cette lignée, quand je dis appréciable, c'est vraiment depuis l'intérieur, c'est que dans cette lignée, comme tu le dis, il est en humilité et en humour. C'est-à-dire que oui, je dépose comme figure d'autorité dans la suite de la lignée, mais rien ne m'appartient, mais tout est là pour nous à découvrir dans sa justesse. C'est ce que j'apprécie énormément quand tu m'en parles et qu'on travaille ensemble, c'est que tu portes cette humilité face à cette lignée, une dévotion, et que tu tiens un espace pour tes élèves, pour qu'ils puissent découvrir même quelque chose que toi-même, tu ne peux même pas imaginer. Et ça, c'est la force de la pratique et la force de l'aligner, la force de la dévotion, puis de, OK, on y va, on verra bien ce qui se passe aussi. Est-ce que c'est juste? Oui, complètement. Complètement. Et dans le, comment, dans la chronologie des enseignements, quand on entre dans cette voie du Hatha, il y a l'idée que au départ, il y a un effort à fournir parce que nos corps sont ce qu'ils sont, parce que les énergies ne circulent pas comme il faudrait au départ, parce qu'on a des nœuds à dénouer. La philosophie du Hatha postule qu'on a déjà trois nœuds primordiaux à la naissance, qu'ils appellent trois grandes ti. Donc il y a le nœud de l'animalité qui se situe au niveau du Muladhara chakra, le premier chakra dans la zone du périnée. Il y a le nœud égotique qui se situe au niveau du chakra du cœur. Et puis le nœud de la spiritualité qui se situe dans l'espace intersourcilier au niveau d'Ajna chakra. Donc on a déjà tous ces nœuds à dénouer pour pouvoir permettre une circulation de l'énergie qui soit suffisante pour accéder aux connaissances, aux intuitions, à tout ce dont on a besoin si on veut aller encore un petit peu plus loin.
Donc, il y a cette voie qui s'appelle la voie de l'individu, c'est-à-dire l'individu qui est un petit peu laborieux, qui va aller faire, refaire les postures. Christian a l'habitude de dire, si vous n'avez pas réussi à faire cette posture-là, mais c'est pas grave, parce que ça va vous donner l'immense chance de la recommencer au moins 800 fois. Il dit peut-être qu'au bout de 800 fois, vous y arriverez. Si vous y arrivez pas, eh ben, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, il y a vraiment cette notion quand même de travail, de s'y mettre, de répéter, de recommencer, etc. Et quand on a suffisamment travaillé, que les choses se sont mises en place, ben on passe sur la voie de l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, on va continuer à faire la même chose, sauf que cette fois-ci, on va plus être dans la répétition un petit peu laborieuse, on va être vraiment dans la jouissance et dans la saveur. Et il y a vraiment une notion importante de saveur, de plaisir. Euh, et quand tu parlais du corps aussi tout à l'heure, le corps est considéré comme notre véhicule terrestre, hein, c'est souvent l'expression qui est utilisée. Et l'idée du Hatha, c'est aussi de maintenir ce véhicule terrestre dans un maximum de santé. Parce que finalement, tout le monde sait que la fin de la vie, c'est la mort. Là-dessus, Pareil. on est tous d'accord, même si certains n'ont pas trop envie de le voir. Et donc l'idée, c'est de parcourir ce chemin jusqu'à la mort en le parcourant du mieux possible dans un corps en pleine santé, pour, comme dit parfois Christian, arriver à aller mourir en bonne santé. Et il y a cette notion aussi de naissance et de mort qui est très très importante dans la philosophie du Hatha Yoga. Et dans une certaine mesure, pratiquer le Hatha Yoga, c'est aussi apprivoiser l'idée de la mort. Et avec apprivoiser l'idée de la mort, apprivoiser toutes les peurs qui vont avec. Oui, ouais. C'est tellement bon. Parce que finalement, en tout cas dans mon vécu, à travers les pratiques, il y a en fait se dire que tel que je me prépare dans ce passage, je naîtrai avec ce que j'ai déjà aussi ouvert ou refermé. Comme vie et mort, pour moi, c'est comme une immense danse et un continuum. Et que finalement, je dis souvent, je te l'ai peut-être pas encore dit, mais à mes clients, je vais leur dire, si c'est pas aujourd'hui, ce sera pour la prochaine vie. Qu'importe en fait. Et ce qui est appréciable, en tout cas moi par exemple, dans ce passage de la voix de l'individu, comme vous le nommez, et la voix de l'énergie, c'est intéressant que tu le nommes aujourd'hui, mais il y avait quelque chose en moi, je pense que ça va être la pression d'un diamant qui me fait travailler ça, mais il y a comme cet abandon total à ce qui est et ce qui n'est pas, et ça relâche à l'intérieur. C'est très intéressant ces nœuds dont tu parles. Et en fait, ces nœuds, quand j'ai arrêté de me dire que je devais les dénouer, ils se sont dissous. C'est dans le tantra, on est vraiment dans j'abandonne, mais je suis là avec. Il y a comme cette danse entre Shiva et Shakti où ce masculin me soutient pour que je puisse y aller aussi dans cette puissance, cette intensité, celle qui se cache, celle qui se noue. Et ça relâche profondément. Et j'ai accepté, en tout cas, une part de mon être personnel a accepté que toute ma vie, peut-être que j'aurai à vivre ce nœud, parce que c'est peut-être ça aussi que je dois enseigner dans mes codes, et que peut-être ça ne sera jamais le résultat le plus intéressant. Ce sera toujours ce souffle que j'ai à travers ce nœud, avec cette énergie qui circule, ou que j'aimerais bien que ça circule un peu plus ou un peu moins. J'abandonne la guerre et je suis dans la paix de. Donc, j'aime bien ce passage de la voix de l'individu. Et rassure-moi, c'est comme une danse continuelle entre la voix de l'individu et la voix de l'énergie. Oui, oui, oui. Il y a ça. Puis il y a la voie de la spontanéité. Et la voie de la spontanéité, c'est je glisse sur une peau de banane, je me tape les fesses par terre et pam, j'ai l'illumination. Ah oui, je l'attends, tu sais, celle-ci. Donc en fait, oui, effectivement, ça passe de l'un à l'autre. Et puis peut-être que certaines personnes vont avoir des moments un peu d'éveil, un petit peu d'illumination, où ils vont réussir alors, les expériences d'éveil, elles sont un petit peu décrites comme réussir soit à sortir de la perception des cinq sens, soit avoir une perception très exacerbée, et puis sortir un petit peu des notions d'espace-temps, être un petit peu flottant dans quelque chose, voilà, où on a comme une hyper perception des choses en même temps qu'un détachement. Oui. Et
certaines personnes vont réussir à atteindre un petit peu ça, puis ils vont l'atteindre 3 secondes, puis ils vont en ressortir. Et puis, quelques temps après, ça va revenir. Donc, c'est des va-et-vient. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de danse. Et effectivement, la notion de danse revient aussi très, très souvent dans les enseignements de Christian. Et quand j'ai fait la petite publicité, la petite publication sur l'atelier du Hatha Yoga, je disais venez rejoindre Shiva et Shakti. Parce qu'en fait, Shiva et Shakti, c'est des personnifications, si on peut dire, de la conscience et de l'énergie. Donc Shiva représente la conscience, Shakti représente l'énergie. Et on est sans cesse dans cette danse entre Shiva qui rêve le monde et Shakti qui met en mouvement ce rêve, qui lui donne forme, qui lui donne vie et énergie. Et voilà, il y a toute cette danse entre les deux. Euh, cette notion Shiva-Shakti, ça entraîne forcément une dualité, parce que d'un côté, il y a Shiva et de l'autre côté, il y a Shakti. Mais dans cette dualité, en fait, il y a quand même une réunion, parce que les deux, c'est un peu comme le recto et le verso d'une même page ou d'une même pièce. L'un ne va pas sans l'autre. Donc, on est sans cesse en train de passer de l'un à l'autre. Et Shiva, c'est aussi notre côté féminin. Shakti, c'est notre côté donc Shiva masculin. Shakti, c'est notre côté féminin. Et au sein d'un individu, homme ou femme, on a tous de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. Et c'est pareil, ça danse ensemble, ça vient chercher des équilibres, l'équilibre et le déséquilibre, parce que finalement, on est en recherche d'immobilité, mais si on est trop dans l'immobilité, ben ça fonctionne pas non plus. Donc voilà, on est toujours dans ce jeu de funambule en fait. Oui. Et alors ça va être dans mon expérience. Tu me diras si avec le Hatha Yoga, c'est dans les transmissions et dans ce que toi tu crées. Donc oui, à l'intérieur de nous, on a Shiva et Shakti, et je trouve que dans les groupes qu'on peut mener, il y a parfois, et je l'ai vécu comme enseignante et comme élève, il y a des moments dans des groupes où parce que Shiva est là, parce qu'il y en a qui sont vraiment dans ce code, dans ce moment-là, eh bien, ça me permet à Shakti de s'exprimer et vice-versa. Il y a un moment comme où je peux aller expérimenter davantage Shakti parce que dans le groupe, il y a quelqu'un qui soutient Shiva. Et en tant qu'enseignante, c'est de moi d'être au clair avant de tenir ces codes, ces lumières-là, et de me dire, aussi de sentir, bah tiens, en ce moment, il y a plus de ci et plus de ça, je vais demander, moi par exemple, ça va être souvent Shakti qui va venir, et moi je vais beaucoup demander en fait à l'espace naturel ou au lieu ou aux matières d'aller soutenir ma transmission pour que Shiva soit là. Est-ce que ça se passe aussi ainsi chez toi? Alors, pas tout à fait autant que toi, parce que j'ai pas encore ces perceptions énergétiques aussi fines que les tiennes. Par contre, oui, je ressens que l'énergie des groupes n'est pas la même. Et une fois, j'ai eu une expérience assez singulière parce qu'en fait, ma salle était petite à ce moment-là et il y avait trop de monde. Donc, j'avais dit aux gens, bah, écoutez, on va faire 2 séances. Et complètement par hasard, il s'est trouvé que sur la première séance, c'est toutes les femmes qui sont venues et sur la deuxième, c'est tous les hommes. Et du coup, j'ai vécu juste l'une après l'autre ces 2 séances, une fois que avec des femmes et une fois que avec des hommes. Et c'était très étonnant de voir comme l'énergie était très différente. Ouais. Oh, j'adore l'expérience. Ah, c'est génial. À refaire en faisant exprès. Alors là, c'était vraiment, ça s'est fait tout seul, complètement par hasard. Ouais, un hasard en plus pour toi, l'enseignante, pour expérimenter. Tu vois, ça c'est hyper Oui, intéressant. La certainement. vie est bien faite. Donc tu nous parlais qu'il y avait un voyage au cœur du Hatha Yoga par chez toi. Raconte-nous tout ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, je propose cette année cinq ateliers qui s'appellent Voyage au cœur du Hatha Yoga. Et dans ces ateliers, j'ai envie d'aller justement explorer un petit peu plus en profondeur le monde du Hatha Yoga, parce qu'actuellement, j'enseigne le Hatha Yoga, mais sans aller forcément en profondeur, parce que sur un cours d'1 heure, 1 heure et demie, on n'a pas forcément le temps d'aller en profondeur. Et là, j'ai envie d'aller
explorer un petit peu ce qui fait la spécificité du Hatha Yoga. Parce que finalement, en Occident, on ramène très souvent les origines du yoga à Patanjali et ses Yoga Sutras. Et Patanjali qui décrit dans ses Yoga Sutras 8 membres du yoga. Il y a les yamas, les niyamas, les asanas, les pranayamas. Enfin, je les connais pas tous, pour être honnête, comme je ne suis pas du tout une spécialiste de Patanjali. Mais le Hatha Yoga est légèrement différent, en ce sens que déjà, il n'y a pas les yamas et les niyamas. Puisque la philosophie tantrique postule que finalement, c'est à l'individu d'aller développer ses propres énergies et d'aller créer sa propre morale en fonction des énergies qu'il aura développées. Avec l'idée quand même en arrière-scène que quand on pratique le yoga, finalement, les énergies qu'on va développer vont être des énergies d'amour, de bienveillance, et que ce sont ces énergies-là qui vont venir sous-tendre une morale individuelle et personnelle, et que du coup, on n'a plus besoin de la morale de la société. On se crée sa propre morale. Donc, exit Yama et Niyama dans le Hatha Yoga. Et par contre, il y a, au lieu d'avoir 8 membres comme les a définis Patanjali, il y en a 22 dans le Hatha Yoga. Donc, alors après, la plupart des choses sont présentes des deux côtés. Hein, c'est juste des histoires de découpage différents. Mais par exemple, dans le Hatha Yoga, on va amener une grande importance sur les pranayamas, sur toutes les techniques de nettoyage du corps aussi, des techniques de nettoyage du nez, de l'estomac, des intestins, etc. On va amener aussi beaucoup d'attention sur les bandhas. Donc les bandhas, ce sont on pourrait dire des verrous d'énergie, où on va venir, si on veut se remplir d'énergie, il faut déjà éviter que l'énergie ne s'en aille. Il faut éviter de fuir comme un seau percé. Et donc on va venir installer des bandhas pour retenir cette énergie et permettre qu'elle soit diffusée dans le bon sens par rapport à ce qu'on recherche. Tu parlais aussi tout à l'heure des postures sur la tête. Les postures inversées font partie des angas, c'est-à-dire des membres du Hatha Yoga. Ça fait partie à part entière. Et puis, on va jouer aussi avec les drishtis, c'est-à-dire les fixations oculaires, les mantras, donc les syllabes. Alors là, c'est pas des mantras chantés qui font des phrases et tout ça. C'est vraiment juste des syllabes, la plupart du temps. Des syllabes pour aller éveiller tel ou tel type d'énergie. Donc les yantras, qui sont des espèces de mandalas, si on veut, qui sont des symboles qui permettent de connecter au chakra ou à telle ou telle énergie. Et puis on retrouve aussi des choses autour du thérapeutique. Donc ce qu'on appelle des nyasas, c'est-à-dire des massages énergétiques. Donc voilà, il y en a 22 comme ça, donc on va pas forcément tous les lister. Mais dans ces ateliers du Hatha Yoga, justement, j'avais envie d'aller prendre certains de ces 22 points et puis d'aller montrer aux gens, par exemple, comment on peut vivre, par exemple, la posture de la pince si on la vit sans placer de bandha et dans le relâchement complet, et comment on peut la vivre si on place des bandhas et qu'on place un souffle un petit peu furieux comme un souffle de Bastrika et qu'on l'utilise pour barater l'énergie, en fait, et monter en énergie. J'adore. J'arrive. Ok, on va le faire en Zoom aussi, alors. Ah là là. Et donc le premier a lieu quand? Le premier a lieu le 27 ou 29 septembre, là, bientôt. Attends, C'est le j'ai mon papier sous les yeux. C'est le dimanche? Non, c'est un pas dimanche. Le dimanche 29? Ouais, c'est ça. Donc 29, ouais, c'est ça. Dimanche 29 septembre de 9h à 12h dans mon nouveau lieu à Frignicourt, dans la Marne, qui s'appelle Souffles encore. Ah, mais oui, parce que madame, elle a un centre d'épanouissement. Vous vous rendez compte que vous pouvez aller dans la Marne et vous retrouver avec un lieu magnifique, avec une leader magnifique qui recrute des gens, mais franchement, c'est génial. Dans la vraie vie, vous pouvez la voir, aller la toucher, tout ça en vrai, et vous me direz, ah, elle est comme ça. Moi, je l'ai pas encore vu en vrai.
Ah là là, donc comment on fait si on a envie? On va sur ton lien, comment on fait pour te contacter? Et ben pour me contacter, il y a mon Instagram, Oui. Élise Dion 3. Il y a mes pages Facebook. Alors il y a en Facebook, j'en ai tout plein, hein. J'ai j'ai mon profil Élise Dion. J'ai ma page d'entrepreneur qui s'appelle Svatantria Yoga. Svatantria en sanskrit, ça signifie, c'est la notion de liberté individuelle. Ah, C'est donc, c'est un mot qui me plaisait beaucoup parce qu'il y avait cette notion de liberté individuelle et puis en même temps dans le mot, bon c'est un petit peu un hasard, mais on retrouve tantriya qui rappelle tantra et donc comme c'est la philosophie tantrique qui sous-tend le hatha yoga, voilà. J'aimais beaucoup mhm. ce mot que personne ne retient, mais moi je l'aime beaucoup quand même. On a déjà fait 2 fautes d'orthographe dès la troisième syllabe, tu sais. Voilà, c'est ça. Donc moi, je vais mettre les liens. Comme ça, vous pourrez contacter Élise, vous pouvez la suivre, aller voir ce qu'elle fait. Vous allez voir, c'est fantastique parce que c'est que le début. Si elle a créé un centre d'épanouissement, vous imaginez ce qui va se passer à l'intérieur d'elle aussi. Donc, quand on dit qu'on crée un centre d'épanouissement, vous imaginez la fleur que ça va devenir, un bouquet, ça va être génial. Donc, allez la suivre, allez la contacter. Si vous n'êtes pas dans la région à ce moment-là, mais vous connaissez des gens, allez leur dire, hey, je connais quelqu'un comme a fait la maman, hein, non, qui demande à Oui. l'argent. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Un réseau de vrais gens. Donc, allez voir. Et puis, bah, vous pourrez suivre aussi son agenda parce qu'elle est pleine d'idées. Mais alors, je peux vous le dire, moi qui l'accompagne, il y en a des idées derrière tout ça. Donc, comme ça, vous passez, vous allez la voir. Il va y avoir sûrement des choses sur Zoom, tout ça. Mais bref, allez la suivre. C'était génial. Alors, tu vas voir après les commentaires. C'est génial. Ah non, je crois qu'en live Instagram, on n'a plus les commentaires. Aurélie qui J'en les. ai vu quelques-uns, mais bon, voilà, j'ai pas eu le temps de tout lire. On peut pas tout faire à la Voilà. fois. Non, mais j'étais concentrée. Attention, hein, Élise, quand elle vous parle de Nata Yoga, elle est concentrée. Ah, Donc, c'est bah, je merci. pourrais en parler pendant des heures, j'adore. Et Oh ça là a vraiment transformé ma vie, c'est pas juste une expression, là, ouais. quoi. C'est Non, vraiment. mais oui, Mm. c'est ça. Oh, j'adore. Avec quel mot tu voudrais qu'on reparte, nous? Hmm. Eh ben, écoute, j'ai bien envie de dire liberté, puisqu'on était sur Svatantriya. Ok. Euh, à l'exercer, euh, le tantrisme dit que l'espèce humaine, en général, a une tendance à la négativité. Et que c'est notre premier acte de liberté personnelle, c'est d'aller à l'encontre de ça et de remettre en place dans la vie de l'enthousiasme, de la saveur, du plaisir, et qu'un des buts du yoga, c'est d'aller retrouver l'émerveillement des yeux d'enfant. Waouh. Je prends, je garde, vous faites ce que vous voulez les autres, mais moi, je pars avec ça. Je te remercie énormément, Élise, pour ce moment partagé avec toi et avec vous. Je vous souhaite une magnifique journée. Un immense merci à toi, Aurélie, pour cette invitation, et j'espère qu'un jour, moi aussi, j'irai te voir en chair et en os au bord de la mer. Oh oui, oh oui. Je vous embrasse tout le monde. Au revoir, Élise. Au Bye bye. revoir. Bye.